France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, un ciné-club du documentaire ce midi avec les Sœurs Loiseau. Manon Loiseau est journaliste, réalisatrice, prix Albert Londres en 2006 pour La malédiction de naître fille. Émilie Loiseau est musicienne, compositrice révélée en 2006 avec un premier album L'autre bout du monde, retrouvé il y a 2 ans avec Icare. Elles ont réuni leurs talents pour un film, La vie devant elle, diffusé le 17 mai sur France 2, le journal intime d'une jeune Afghane de 14 ans qui a fui son pays avec sa famille. Elle s'appelle Elaha Iqbali. Avec une petite caméra, elle a filmé les routes chaotiques de l'exil, la vie dans les camps de réfugiés comme à Lesbos et les espoirs de sa fratrie. 3 filles, 2 garçons, ses parents. Comment avoir la vie devant soi ? On en parle jusqu'à 12h30. Celui qui n'a pas émigré ne peut pas comprendre la notion de survie, de rester en vie. Quand on migre, on devient plus fort, on prend confiance. J'ai pris confiance en moi. J'ai beaucoup appris. Je ne suis plus celle que j'étais en Afghanistan. On est des migrants et on doit poursuivre notre chemin. Impossible de dire, on ne peut pas, on doit avancer. De votre héroïne Elaha à l'instant. Bonjour Manon Loiseau. Bonjour. Et bonjour Émilie Loiseau. Bonjour. Bonjour, extrait de votre film, à toutes les deux, La vie devant elle, qui sera diffusé le 17 mai sur France 2. Comment avez-vous rencontré cette jeune femme, Elaha Iqbali, narratrice de sa propre histoire, héroïne de ce film, Manon Loiseau ? Alors avec France 2, on cherchait une histoire d'enfance et d'exil. Et j'avais très envie de faire un film à hauteur d'enfant, qu'une enfant ou un enfant raconte son destin, raconte grandir sur la route. Et j'ai rencontré Elaha sur les cendres du camp de Moria, à Lesbos. Le camp avait brûlé 2 jours avant. Et je vois cette silhouette comme ça, gracile au milieu des cendres, et qui avait cette petite caméra et qui filmait. Et elle filmait les restes de son école que son papa avait construit avec une ONG où elle enseignait. C'est un peu l'anglais, elle connaît un petit peu d'anglais, donc elle enseignait à 600 gamins tous les jours là-bas. Et elle filmait. Et elle avait fait un petit atelier de cinéma. Une ONG lui avait prêté une caméra. Et quand je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais me montrer ce que tu as filmé avant ? Et ce qui était incroyable, c'est que dans cet enfer où il y a 25 000 migrants pour un camp de 3 000 places, elle n'avait filmé, au milieu de l'enfer, du Covid, c'était en plein Covid, elle n'avait filmé que la vie. Elle avait filmé la résilience des enfants, les jeux des enfants, les lâchers de cerf-volant, l'école. Et c'est là que je me suis dit, il y a une possibilité de film, de justement à hauteur d'enfant, comment un enfant perçoit la route, perçoit aller vers son rêve, mais avec tous les obstacles. Et c'est là qu'on est parti sur cette longue aventure. Cette petite caméra, elle lui a été prêtée, elle lui a été donnée, et elle ne absolument. va plus la quitter. Exactement. Elle est à la fois réalisatrice, co-réalisatrice du film avec vous, et face caméra. Elle assume complètement d'ailleurs de se voir à l'image, elle se raconte, c'est son journal. C'est son journal intime. Et son road movie. Ouais, c'est un journal intime de l'enfance qui grandit sur la route, d'une jeune fille qui est adolescente et qui c'est aussi son regard sur sa famille. C'est aussi sur son regard sur tous les enfants qu'elle croise sur cette route.
Et c'est vrai qu'au début, quand on l'a rencontrée, elle commentait tout ce qu'elle filmait, très, très news. Enfin, elle s'inspirait un peu de ce qu'elle avait vu en Afghanistan, où elle commentait chaque image. Et puis petit à petit, alors nous, on allait à des moments très précis pour poursuivre un peu et filmer en cinéma du réel. Elle voyait comment les chefs opérateurs, Thibaut Delavigne et Laurence Stoup, filmaient, et elle s'en inspirait. Elle m'a envoyé, elle me dit, mais tu sais, maintenant j'aime m'exprimer par le cadre. Et petit à petit, on l'a vu vraiment sur un an devenir cinéaste. Oui. C'était extraordinaire. Et filmer me permet de respirer, de vivre et d'avancer. Ouais, et ce film, vous l'avez fait à deux, Oui. et on voit effectivement une cinéaste en herbe, une cinéaste en train de naître à travers le plaisir qu'elle a à tenir aussi cette caméra, et la manière dont elle apprend petit à petit. On imagine aussi à travers vous, avec vous, Manon Loiseau, à filmer. Elle est beaucoup, elle, dans un désir de transmission, à la fois de sa propre histoire, mais aussi, comme vous le disiez, dans ce camp, avec l'anglais qu'elle apprend aux autres enfants, son envie à elle de redevenir une élève, c'est-à-dire de retourner à l'école, ce qu'elle ne pouvait pas faire en Afghanistan. Et en venant en Europe, cette envie de pouvoir apprendre, d'avoir aussi une éducation, donc de rechanger le rôle. Comment vous lui avez transmis, vous, votre regard, votre savoir-faire ? Ça a vraiment été une rencontre, Elara. Quand elle filmait, je lui demandais, mais pourquoi tu filmes? Elle disait, parce que je veux que le monde entier se rende compte de ce qui se passe dans ces îles grecques, où les rêves des enfants de l'exil qui fuient la guerre se fracassent, parce qu'en fait, ce sont devenus des prisons à ciel ouvert. Et ils ont fait parfois des milliers de kilomètres, ils sont tombés des montagnes, ils ont failli se noyer sur des bateaux. Et ils arrivent en Europe, et finalement, c'est un mur. Et elle voulait raconter ça. Et puis, petit à petit, je lui dis, mais raconte ta route. Et elle, au début, elle voulait pas faire de selfie. Elle me dit, non, moi, je m'exprime par le cadre, je veux pas faire de selfie, alors qu'elle est ado. Donc, elle était à contrario. Et finalement, elle a compris. Et je crois elle me demandait parfois, on ne pouvait pas y retourner à cause du Covid. Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu aimerais que je filme aujourd'hui? Alors, je dis, alors, c'est pas moi qui dois décider. Il faut que toi, elle me dit, je ne me sens pas de filmer mes parents aujourd'hui. Je dis, filme peut-être ce que tu vois par la fenêtre. Parce que c'était le confinement, donc elle ne pouvait pas ressortir. Et c'est là qu'elle filme ces moments incroyables où la pluie tombe comme ça sur les arbres. Et elle dit, filmer me permet de rester en vie, je laisse ma tristesse dans la caméra. Et c'est venu d'elle. Donc on a vraiment cheminé ensemble. Et puis après, avec Émilie, voilà, qui est devenue la deuxième voix du film, ça a été cette rencontre et ce chemin à trois. Et c'est une autre écriture que vous apportez, Émilie Loiseau, sur ce film documentaire réalisé par Manon. La musique, ici, on l'entendait dans cet extrait du film, La vie devant elle, qui fait penser bien sûr à la vie devant soi. On l'entendait, la musique, elle apporte autre chose sur ces vies cabossées, sur ces parcours, sur ces histoires, sur ce voyage de l'exil, ces routes extrêmement compliquées. Vous avez pris le parti, vous, avec votre musique, et on vous connaît pour vos ballades plutôt oniriques, d'apporter de la poésie, d'apporter peut-être cet espoir d'une route qui peut s'ouvrir et amener quelque part. Oui, il y a évidemment la mélancolie et la part de tristesse d'une jeune adolescente de 14 ans qui pense à son pays, à ce qu'elle a laissé derrière, voilà, avec des moments de tristesse, mais il y a aussi, comme le disait Manon, tous ces moments de joie, tous ces moments vers le dessin, et puis il y a cette détermination aussi, sa colère parfois, mais le fait d'être debout. Moi, ce qui m'a frappé chez Lara, c'est sa force intérieure et sa détermination, et cette chose solaire qui est propre aussi à son âge, voilà, tout devant elle, effectivement, mais il faut se battre pour ça. Donc j'ai essayé, effectivement, par ma musique, d'être à la fois dans une certaine pudeur, parce que c'est délicat de mettre trop de sons ou des mots sur des mots qui sont... Comment dire, j'ai pas vécu le quart le 8e, le 10e, je ne sais quoi, de ce qu'elle a vécu à cet âge-là, à 14 ans, par l'exil. Comment rester à sa place par rapport à ça, et aussi mettre en lumière ces mots. Et j'ai choisi, comme Manon m'a glissé soit sa deuxième voix, je me suis dit, mais je vais m'appuyer sur ces mots, en fait. Et donc, il y a des mots qu'elle formule. Si seulement nous étions des oiseaux, on pourrait aller où on veut. Il y en a plusieurs. À un moment donné, elle dit à son amie Rosna, je crois, il faut que je sois debout, il faut qu'on reste debout, sinon on va tomber. Ça a inspiré Strong Enough, cette chanson il faut qu'on soit assez fort pour tenir debout. Donc il y a beaucoup des mots d'Elara qui m'ont permis ensuite d'en écrire davantage. Et c'était une manière de respecter sa parole et de rester dans ce journal
intime, de son intimité. Voilà, donc quand c'est une musique intime, c'est vrai aussi, dans le message qu'elle véhicule. Et vous vous êtes inspiré de ces mots, dites-vous, peut-être aussi des images Oui, beaucoup. qu'elle a prises, qu'elle a captées, et Manon également, et des dessins, parce qu'elle dessine beaucoup. Et c'est des dessins qui, à la fois, racontent à hauteur d'enfant, comme vous le disiez, ce qu'elle a pu traverser, les dangers qu'elle a rencontrés, elle et sa famille, sur cette route de l'exil. Et puis, il y a les sons, parce que ce voyage, il est, et on a en tête tous les sons de cette traversée, à la fois des montagnes et aussi de la mer, de la Méditerranée. Hein. On peut les imaginer. Vous ne les avez pas totalement incorporés à la bande-son, vous ne les avez pas mixés. C'est vraiment une musique que vous avez, vous, apportée. Oui, par contre, ce qui était... la volonté que j'ai eue avec Csaba Palotai, le guitariste qui a travaillé avec moi sur cette bande originale, c'est de ne pas être juste dans un piano-voix qui, effectivement, pourrait rester plutôt mélancolique. Et en surface. Ouais. Oui, ou même juste discret et joli. Il y a cette poésie, il y a la fragilité de l'enfance, mais il y a aussi sa force et aussi les chaos, effectivement, du chemin de l'exil. Et donc, on est allé transformer, comme je le fais beaucoup en ce moment, les sons de mon piano avec des pédales d'effet, la guitare de Csaba, ses boîtes à rythme qui amènent des choses, des ruptures, des cassures ou des souffles. On est aussi allé vers ça pour essayer, dans une certaine discrétion évidemment, mais d'amener cette part de modernité et de violence aussi qu'il y a dans ce chemin-là. Des montagnes rocheuses, dangereuses, Manon Loiseau, à la mer, avec cette vague qui à un moment submerge le bateau, l'embarcation. Quelle route va prendre cette famille pour arriver là, premier point d'appui, à Lesbos ? Alors, ils sont partis de Kaboul, vraiment, en fait, ils sont partis avant l'arrivée des talibans à Kaboul, parce qu'il y avait déjà des attaques de talibans sur l'école des 3 filles. Et la décision des parents, ça a été, on veut que nos filles aient un avenir, on veut qu'elles deviennent des femmes indépendantes. Et ça, c'était assez incroyable. La maman, Fatana, elle avait un salon de beauté qui a été aussi attaqué par les talibans. Donc, ils ont pris cette décision de prendre fuite, de prendre la route et d'emmener leurs 5 enfants, avec le plus petit Rezvan qui avait 2 ans à l'époque. Ils ont quand même parcouru 7000 kilomètres. Et ils sont passés par donc l'Afghanistan, le Pakistan, à la frontière du Pakistan et de l'Iran. Ils ont failli être tués par des passeurs. Ensuite, ils ont gravi les montagnes entre l'Iran et la Turquie. Le papa et la petite tombent d'une montagne. Et là, ils racontent ça quand elle dessine la montagne. D'ailleurs, en fait, moi, je suis allée souvent en Afghanistan. Les Afghans regardent toujours demain. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas être... Ils ne voulaient pas parler des obstacles, ils ne voulaient pas parler de l'horreur qu'ils avaient vécue. C'était vraiment se projeter toujours demain, mais elle le dessinait. Elle a dessiné les drames qu'ils ont vécus. Et donc, on a essayé de raconter ça à travers ses dessins. Et donc, finalement, elle a supplié le passeur. Le passeur a rattrapé son papa avec sa petite sœur qui avait 6 ans à l'époque. Ils ont dormi dans des fossés pendant 8 mois en Turquie. Ils ont essayé 10 fois de traverser. Et la 2e fois, ils ont réussi, mais aucun enfant ne sait nager, personne ne sait nager. Et les embarcations étaient empêchées par les gardes-frontières turcs de passer, parfois trouées, parfois... Enfin, elle raconte cette scène où en fait, le capitaine... le bateau turc arraisonne le bateau et frappe les gens sur l'embarcation. Le capitaine, notamment. Voilà. Donc, il y a tous ces obstacles. Et puis, il y a cette arrivée à Lesbos, sur le sable de Lesbos, dans une barque à moitié trouée. Et puis la survie dans le camp où ils arrivent et il y a 25 000 personnes. Et puis après arrive le Covid. Et puis pendant le Covid arrivent les attaques de Hope Doré, le parti nationaliste fasciste grec. Et puis l'incendie. Et en fait, malgré tout ça, voilà, Elara, elle est debout. Et cet objet, cette caméra, lui a donné cette force. Et elle allait partout dans le camp, elle allait interviewer. Son père était un peu inquiet, parce qu'au début, il voyait ça, elle ne me disait pas d'un bon oeil, parce qu'il avait un peu peur pour elle. Elle allait partout dans le camp, où il y avait beaucoup d'hommes seuls. Et elle y allait, elle disait, mais non, en fait, il me respecte. Et à chaque fois qu'on arrivait, elle disait, ah, the girl with the camera, la fille à la caméra. Et elle a trouvé ce moyen de survie. Et cette famille, elle dit aussi, je suis libre, parce que ma famille est libre. C'est-à-dire ils survivent ensemble, ils sont vraiment très, très, très soudés. C'est incroyable, cette famille. Ils ont et dès qu'il y en a un qui flanche, l'autre le rattrape. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces maillons importants, centraux, sur ces routes de l'exil, ces acteurs que sont à la fois les passeurs, les humanitaires, la police et les responsables aussi, parce qu'après ils sont à Athènes, les responsables publics qui vont peut-être à la fois les aider ou les desservir, les violenter dans ce parcours. Ils restent hors champ. C'est pas un film enquête que vous avez réalisé. Pas du tout. Je crois que l'intention, c'était vraiment d'être au plus près de son vécu.
Et quelque part, elle a guidé la route. Moi, France 2 m'a donné la possibilité de faire un film sans commentaire. J'ai été accompagnée merveilleusement par les boîtes de production Zadig et Babel, parce que ça a mis presque 3 ans à faire ce film, donc c'est compliqué. Et puis on a 1h30 sur le service public, c'est assez formidable d'avoir ce temps-là. En Dari, avec les merveilleuses chansons d'Émilie, la narration de Elahe. Et elle a un peu guidé la route de justement, et moi de l'intime de la route, mais aussi de l'intime de sa famille. Et c'est vrai que, en fait, à chaque fois qu'il y avait un déconfinement, on arrivait à se frayer un passage et à aller les retrouver, mais ils nous ont pris, on faisait partie d'eux à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont dit, mais en fait, vous faites partie de la famille. Et donc, parfois, ils nous disaient, mais pourquoi vous n'êtes pas là? Ils étaient trimballés de foyer en foyer, on essayait de voir où ils étaient, elle m'a envoyé la géolocalisation, donc on était en permanence en contact. Et c'est vrai je crois que ça a été vraiment ce parti pris-là, de raconter l'intime de ce que la route fait aux enfants, et puis aux parents et à cette famille. Et voilà, c'est vers quoi on est allé. Et l'Afghanistan est où dans votre film? Parce que là encore, c'est un film qui nous parle de ce pays, de ce pays meurtri par la dure loi aussi des talibans qui sont arrivés juste après. En réalité, vous n'avez tourné aucune image là-bas? Non, on n'a pas tourné là-bas, mais on avait la grand-mère. La grand-mère est restée à Kaboul, et c'était aussi un des fils du film, c'est-à-dire qu'on vit l'arrivée des talibans à Kaboul à travers ces conversations par FaceTime avec la grand-mère qui raconte qu'ils prennent tel village, tel autre village, qu'ils n'ont pas de nouvelles des voisins. Et donc, en fait, ça, c'est aussi l'intime de ce que vivent les gens, les familles, les hommes, les femmes, les enfants en exil. C'est ceux qui sont restés là-bas. Donc, on filme l'arrivée des talibans, on entend en filigrane l'arrivée des talibans et on la vit avec cette grand-mère qui est restée à Kaboul. France Culture, il est 12h18 avec Manon et Émilie Loiseau à l'occasion de la diffusion la semaine prochaine sur France 2 de leur film, le film que vous avez réalisé, Manon Loiseau, et dont vous signez la BO. Émilie Loiseau, Dans les bacs dès demain. On en écoute un extrait, Glitters of Blue. But now I know how to defy the tears that roll down from my eyes. I know how to be strong when everything goes wrong. I can still smile to make the world just look worthwhile. I can look way up high over the rainbow and search my way to the land from the lullaby. I can fill your mad world with glitters of blue until it looks so good and true. Extrait de la bande originale de La vie devant elle, dans les bacs dès demain. Émilie Loiseau, il y a eu Icare et aujourd'hui, La vie devant elle. C'est un projet, un prolongement, finalement un pont que vous avez dressé, vous, entre ces deux projets. Oui, je crois que, effectivement, le thème de l'exil fait partie de mes disques et de mes chansons, particulièrement sur celui-là, sur Icare.
Déjà, dans le disque Mothers and Tigers, après un reportage de Manon, les premières images qui venaient de Syrie, cette première chanson qui parle de l'exil, Le vol de chagrin des oiseaux, a été un marqueur pour moi d'oser aborder certaines thématiques dans les chansons, parce que je trouve la chanson est une forme si courte que c'est très facile d'enfoncer des portes ouvertes. Et j'ai toujours été rétive à ça. C'est quoi ces thématiques sur lesquelles vous étiez plus en retenue auparavant ? Je pense que tout ce qui des dérèglements climatiques, de mes engagements personnels en tant que citoyenne de l'exil, a priori, avant, j'étais dans quelque chose... Pour moi, une chanson, c'est quelque chose qu'on écrit parce qu'on a besoin de le dire pour mieux respirer. Et donc, il fallait que je me sente légitime à dire certaines choses pour que cette chanson ait du sens et tienne debout. Et au fil de la vie et au fil je pense, du monde et de ses chaos et des prises de conscience plus ténues, ça s'est emparé de moi. Et puis évidemment que quand on travaille sur la musique d'un film comme celui-ci, on se sent emparé par l'histoire, par ces images et par l'histoire de cette jeune fille. Voilà, donc il y a un lien, oui, évidemment, dans ce disque d'Icare, qui est un disque vraiment d'engagement, d'un regard sur le monde et de qu'est-ce que les chaos du monde font sur nos âmes, qu'est-ce qui provoque en nous comme tristesse, comme remous, comme fracture, comme perte d'espoir. Et ce film et tout ce qu'il évoque, je suis vraiment dans ça en ce moment. Donc ça a été un prolongement pour moi de travailler sur ce film, c'est sûr. Vous disiez tout à l'heure, Manon Loiseau, vouloir faire un film avec la vie devant elle à hauteur d'enfant. Mais c'est pas la première fois. Les enfants de Tchernobyl, Grandir sous camisole, c'est vraiment pas la première fois que vous filmez à hauteur d'enfant. Qu'est-ce qui vous attire toutes les deux ? Parce qu'on sent aussi qu'avec votre musique, Émilie Loiseau, il y a cette envie de renouer avec une part d'enfance. On sent pour l'une comme pour l'autre que vous avez gardé un lien très fort à l'enfance. Très certainement. Et on a une belle enfance. Je crois que... Mais peut-être très vite avoir eu une enfance heureuse pour comprendre ce dont on prive ces enfants que vous filmez. Moi, très tôt, je crois que ce soit... Quand j'ai vécu 10 ans en Russie, j'allais beaucoup en Tchétchénie. Ensuite, en Afghanistan, j'ai fait un film sur les enfants des rues. Je me suis très vite rendu compte de la justesse du regard de l'enfance. De l'enfant sur le monde qui l'entoure, le monde qui devient fou, la guerre. Et de sa capacité... de trouver où que ce soit, dans quelles conditions que ce soit, même sous un bombardement, un moyen de survie, un moyen de rester enfant, en continuant de jouer malgré tout ce qui tombe autour. Et je crois que ça, c'est effectivement quelque chose qui me touche profondément et que j'ai voulu raconter et essayer de montrer au fil des ans. Et là, j'ai franchi le moment où je me suis dit, j'ai envie que cette enfance se raconte elle-même. Que ce soit plus mes mots qui cheminent avec l'enfant, mais que ce soit cette enfance qui se raconte de l'intérieur. Et moi, ça m'inspire, ça me bouleverse, ça me fait progresser aussi en narration filmique. Je trouve qu'ils ont on montre parfois le film à des enfants. Il y a plein de regards de création chez les enfants. Je trouve ça génial, en fait. Et vous la regardez aussi avec votre regard Absolument. d'enfant. Enfin, je ne sais pas quel âge a votre regard de réalisatrice ou de journaliste dans ces je situations-là. sais pas, entre-temps, moi, je suis devenue maman. Justement. J'ai un petit garçon de 8 ans qui, en plus, tout le long de la route, a fait des dessins pour Ella, qui ont fait des FaceTime. Et maintenant, on a dû faire des retakes. On est parti en Allemagne et il l'a rencontré. Il a dit que c'est sa grande sœur d'Afghanistan. Donc, c'est assez génial. Et moi, je ne sais pas, j'ai besoin de cette part d'enfance. Ouais. Et pour vous, Émilie Loiseau ? J'ai besoin de cette part d'enfance très fortement aussi. Elle a toujours été une source d'inspiration pour moi, c'est sûr. Je trouve que dans le conte, dans la manière de raconter les choses aux enfants, il y a une forme de vérité, et parfois à la fois de poésie, de fausse légèreté, de fausse lumière, d'une lumière ombragée. Et puis les enfants ont un accès direct à une forme de justesse, de justice. Ils sont choqués par des choses de manière très directe et ils ont parfois des mots d'une grande poésie, d'une grande simplicité sur ça, sans barrière, sans être lissé par une éducation. Et ça c'est un accès qu'on essaie
préserver en soi en tant qu'adulte, mais c'est jamais très simple. Et puis un mot qui revient beaucoup dans vos bouches à l'une et à l'autre à propos de votre enfance et de ce que vos parents vous ont transmis, puisqu'il est aussi d'ailleurs question vraiment, on le disait, de transmission dans ce film, c'est ce sens de l'engagement. Manon Loiseau, avec ce film, vous marchez dans les pas de l'écrivain journaliste Christophe de Ponfille, aussi l'ami du commandant Massoud. Sur l'Afghanistan, il a écrit plusieurs livres de référence et il a réalisé des documentaires, dont Massoud l'Afghan. Vous vous souvenez de ses premiers mots dans ce documentaire ? Afghanistan, le pays dont tout le monde lointain, en guerre, dont tout le monde se fout, ou presque. Dans le tumulte d'images et de sons du monde moderne, tenir une caméra a-t-il encore un sens ? Il répond, lui, à la question, et vous répondriez quoi, Manon Loiseau ? Moi, Christophe, c'est lui qui m'a donné envie de faire du documentaire. Et cette phrase, elle est... voilà. Je réponds que ça a encore un sens, c'est qu'on trouve... Là, je reviens d'Ukraine et dans la barbarie, on se dit c'est la répétition de la barbarie. Surtout, j'ai vécu cette barbarie de l'armée russe en Tchétchénie pendant plus de 15 ans et de revoir la répétition de ça. On se dit parfois à quoi bon, mais il y a toujours cette lumière, ces gens qu'on rencontre qui sont debout, qui se disent que si, raconter ensemble, faire sortir des voix, ça a un sens. Donc, oui. De les rapporter, et de les confier, ouais. De les transmettre, faire sortir ces voix. Et Christophe, dans ses films, nous a tous beaucoup transmis, avait cet immense talent. Il y a beaucoup d'autres pays dont on se fout, la Syrie, la Tchétchénie, vous avez beaucoup été. Oui. Allez voir, mettre la lumière, c'est le sens que vous donnez, vous, à votre métier. Hervé Chabalier, le fondateur de CAPA, avait une très belle formule vous concernant pour vous définir une excellente enquêtrice, mais pas une mercenaire de l'info. Cette idée que tous les coups ne sont pas permis. Sur ce film-là, encore, quelles règles vous vous êtes fixées ? C'est quoi ? C'est d'abord de préserver la sécurité des personnes que vous rencontrez, de préserver la confiance qu'ils vous ont accordée ? Avant tout, d'être dans la confiance, d'être... Et là, au début, elle n'a pas trop compris faire un film, qu'est-ce que ça voulait dire ? C'était ne jamais les mettre en danger. On parlait aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas filmé non plus les scènes quand il y avait les autorités ou parfois la police, etc. Parce que à partir du moment où la caméra attire le regard et donc on disparaissait dès qu'il y avait une présence comme ça qui pouvait les mettre en difficulté alors qu'ils n'avaient pas de papier. Donc c'était vraiment, avant toute chose, la confiance, le respect, se dire toujours que s'il y a une scène ou quelque chose qui peut les mettre en danger parce que la situation évolue toujours, eh bien on ne la mettra pas dans le film. Voilà, ça c'est un principe que j'ai parce que c'est trop dangereux. Parce qu'en plus, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tout, on ne peut plus dire... on ne le verra pas chez vous parce qu'on le voit toujours. Donc, il faut redoubler de vigilance. Mais c'est vraiment tout ce moment où on ne filme pas, tous ces moments passés à se rencontrer, à s'adopter et à se dire on chemine ensemble et on essaye. Et ne jamais promettre que ça va changer les choses. Parce qu'en fait, voilà, on ne peut pas dire un film ne changera jamais quelque chose dans une littérature ou autre, mais peut-être un petit peu, ça peut faire... que les voix soient entendues et que parfois les lignes bougent un petit peu. Voilà, et elle le dit, votre héroïne dans ce film, on a l'impression qu'on est trimballé comme des colis par bateau, par car ou à pied. Ils ne savent jamais où ils vont, là où on les envoie. Et ce film raconte une quête et il donne peut-être aussi, il ouvre un horizon. Merci beaucoup à toutes les deux. La vie devant elle, votre film, Manon Loiseau, sera diffusé le 17 mai sur France 2 avec donc Ella Iqbali et votre bande-son, la bande originale du film sort dans les bacs demain, Émilie Loiseau. Merci beaucoup à toute l'équipe. Émission programmée par Camille Berne et Laura Dutèche-Pérez avec Henri Leblanc et Sacha Mattei. Réalisation Sam Bakiast, Félicie Faugère avec Noé Chaban.